Bienvenue dans le Journal de l'intelligence économique, l'émission qui révèle les dessous de la compétition économique. Les cartes nous parlent et peuvent même prédire les futurs conflits économiques. La cartographie est à la mode, elle est de plus en plus présente dans la recherche, l'édition et même dans les médias où elle est devenue un outil d'analyse performant. Aujourd'hui, tout peut être cartographié. Les minerais, le pétrole, l'eau, la population, l'agriculture, la pollution. On peut, en un clin d'œil, obtenir l'état des réserves mondiales d'une matière première, voir où elle est située et en quelle quantité. Bref, les cartes nous disent exactement où auront lieu les prochaines grandes batailles commerciales. Notre journaliste Victoire Ménial s'est intéressée à ceux qui produisent ces cartes. Et visiblement, chez eux, l'heure n'est pas franchement à l'optimisme. Regardez cette carte. Elle nous dit que la Terre n'en peut plus. Culture, pêche, forêt, émissions de CO2, nous consommons trop. Cette limite en rouge représente la capacité de la Terre à nous supporter. Mais si rien ne change, en 2050, il nous faudra 2 planètes et demie pour vivre. C'est Virginie Resson qui a réalisé cette carte, publiée dans son Atlas des futurs du monde. On estime que la Terre a une certaine capacité de production des ressources naturelles et d'absorption des déchets. Et l'homme emprunte chaque année une certaine quantité de ressources et émet chaque année une certaine quantité de déchets. Et il s'agit de voir quel est l'équilibre, quel est le rapport entre ces activités humaines, leur impact sur la biosphère et la capacité planétaire d'absorber ces déchets et d'émettre ces ressources. Un rapport totalement déséquilibré. L'homme vit à crédit et les ressources minières s'épuisent, si l'on en croit ce tableau de l'Atlas. L'épuisement des minerais, c'est plus récent et il y a beaucoup moins de médiatisation, c'est moins connu. Alors déjà, il y a un effet de surprise. Et à partir de l'effet de surprise, il est aussi lié aux dates qui sont sur cet échéancier. Et on voit très bien, le diamant 2017. Alors il faut insister sur le fait que ce sont des réserves, et donc c'est pas prédictif. Mais d'après ces données américaines, c'en est terminé pour le cuivre en 2044 ou le fer en 2042. Reste donc à prier pour découvrir de nouveaux gisements. Des sous-sols auxquels Jean-Christophe Victor s'est intéressé dans son célèbre magazine de géopolitique, Le Dessous des cartes. Ce chercheur aborde la question du pic pétrolier, c'est-à-dire du moment où les ressources en hydrocarbures vont commencer à diminuer. Et selon les sources, la date varie. Pour la compagnie pétrolière Shell, la période du pic serait vers 2040. Pour l'ASPO, qui est l'Association for the Study of Peak Oil, qui est le seul organisme indépendant, le pic vient entre 2010 et 2020. Ce qui correspond d'ailleurs aux estimations de l'Institut français du pétrole. Le pic serait en 2010, en l'état des techniques actuelles, ou bien 2028 si on effectuait des investissements très importants. Donc celui qui détient la ressource détient aussi l'information. C'est absurde. Donc il raconte n'importe quoi. Ou il peut raconter n'importe quoi. C'est son intérêt, puisque c'est tellement stratégique. Les cartes influencent donc les décisions politiques et surtout économiques. Savoir où se trouvent les ressources dans un monde qui en manque, pour les gouvernements, c'est vital. Cet épuisement concerne aussi l'agriculture, si l'on en croit le magazine Carto. Petit dernier arrivé sur le marché de la cartographie, il a consacré un dossier entier à la capacité du monde à nourrir sa population en 2050. Une priorité pour certains pays. Je pense aux pays pétroliers du Golfe qui ont une manne financière importante, mais vivent dans des conditions climatiques extrêmes puisque c'est quand même des déserts. Je pense aux Émirats ou l'Arabie Saoudite, n'ont pas la capacité d'avoir des terres agricoles et donc vont, avec l'argent qu'ils possèdent, pouvoir acheter ailleurs. C'est ce qu'on appelle le land grabbing. Acheter des terres cultivables à l'étranger pour assurer la sécurité alimentaire de sa population. Les cartes le montrent bien, en rose les pays qui ont acheté ou loué des terres agricoles à l'étranger, en violet ceux qui en ont vendu, et dans les ronds verts, le nombre de milliers d'hectares concernés. Très rapidement, on a une synthèse de la situation et on se rend compte en quoi les terres agricoles aujourd'hui peuvent être des ressources stratégiques et en quoi, évidemment, tenter de se les accaparer d'une façon légale, puisque souvent c'est des achats ou des bails, peut aussi être source de tension. Les cartes parlent et annoncent les conflits de demain. Reste à les écouter pour éviter des catastrophes politiques, économiques et environnementales. Bien, avec moi sur ce plateau, Philippe Burance, bonjour. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, rattaché à la chaire de prospective.
Alors, qu'est-ce que la prospective ? Alors, la prospective, c'est surtout une attitude. Alors, c'est un ensemble de méthodes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est surtout une attitude qui part du principe que l'avenir n'est pas écrit à l'avance, mais qu'il se construit, tout simplement, par la volonté humaine. Voilà. Et vous, votre travail consiste à justement faire des études de prospective ? Alors, il consiste surtout à accompagner les gens qui veulent construire leur avenir, plus qu'à faire vraiment des études. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Enfin, moi, je fais partie d'une école... La France représente une école de pensée de la prospective un peu particulière, dans laquelle on a plutôt tendance à considérer qu'on est là pour accompagner les gens dans la construction de leur propre avenir, plutôt que dans le fait de faire des études sur le futur pour découvrir un soi-disant futur qui existerait et qu'on pourrait ainsi révéler comme une vérité. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit ? Optimiste, pessimiste ? Mais très optimiste, en fait. Très optimiste. C'est pour ça que le sujet, là, je trouve... très optimiste, que justement, comme on part du principe que tout est à construire, et en plus on est à une époque qui est vraiment formidable, parce que tout est à réinventer, hein, c'est ce qu'on entend partout. Donc là aujourd'hui, la prospective a vraiment le vent en poupe un peu grâce à ça. Mais vous êtes d'accord pour dire que, ok, certes, tout est à construire, mais avec quoi ? Puisque des matières premières disparaissent. Oui, il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. Mais alors, vous savez, le problème des cartes, c'est que ce sont des représentations. Hein. Et puis, c'est surtout un avenir possible. Alors, le cas typique, c'est vous prenez le pétrole, le peak oil, en effet. Alors, on voit bien déjà que les graphiques sont différents selon les auteurs. Et ça, on a bien compris le mécanisme. Et puis, surtout, vous pouvez vous dire aussi que si vous prenez le prix du pétrole à un instant T, les réserves potentielles peuvent varier de manière très importante, puisque le prix de vente va entraîner la capacité des industries à chercher aussi des réserves qui auraient été plus difficiles, etc. Donc il y a des mécanismes qui font que... Il y a un exemple qui est typique, on n'en a pas parlé dans le sujet, mais c'est les gaz de schiste. Oui. Les gaz de schiste, par exemple, quand vous regardez les rapports qui sont faits par les Américains notamment, c'est pour les États-Unis, c'est l'autonomie énergétique dans 30 ans. L'autonomie énergétique, donc on comprend que les enjeux sont considérables. Pourtant, c'est une ressource, en effet, rare, mais cette ressource-là, rare, elle n'existe que depuis quelques années, parce qu'il y a une technologie qui a été inventée et qui a permis d'aller la chercher. Mais par exemple, les terres. Oui. On a les vu terres rares, justement. Non, pas forcément les terres rares, les terres agricoles. Ouais. Où là, on sent que des pays sont obligés d'aller en chercher chez d'autres pays pour nourrir leur propre population. Ça, quand même, c'est nouveau. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait nouveau, c'est clair. Et puis ça pose des vrais problèmes, notamment de propriété, de relations de dépendance, etc. Donc ça, mais alors, la prospective ne dit pas que... Enfin, en effet, il y a des tendances qui sont très fortes, il y a des tendances qu'on appelle des tendances lourdes. Donc il y a des choses qui paraissent inéluctables, mais qui ne sont pas pour autant. Très bientôt. Voilà, on sera 9 milliards, 10 milliards. Et encore, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des gens qui nous prédisent l'immortalité. Enfin, les gens vont mourir à 120 ans. L'espérance de vie a tendance à augmenter, en effet, de manière permanente. Donc, on ne sait pas. Voilà. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui nous disent qu'on sera 9 milliards. On sera peut-être plus, on sera peut-être moins. Bon, il peut se passer beaucoup de choses aussi. Hein, donc, vous n'êtes pas dans la tendance qui consiste à dire que le gâteau est le même, Gaïa, la Terre. Ouais. Et qu'il y a de plus en plus de monde qui aimerait croquer ce gâteau, et que forcément donc, il y a moins de place, et qu'on va s'affronter pour croquer ce gâteau et avoir sa part. Non. Alors, c'est un peu facile, je trouve, comme raisonnement. C'est-à-dire que déjà, c'est très pessimiste. Je trouve que c'est une vision quand même très noire de l'avenir. Malthusienne. Très malthusienne, voilà. Et puis, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, de considérer qu'il ne faut pas agir. C'est-à-dire que dans ce que je dis, je ne voudrais pas laisser croire qu'en effet, il faut continuer à utiliser les ressources, etc. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait le pari, qui se sont dit, de toute façon, l'avenir, même si c'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 20 ans, c'est le peak oil, par exemple, c'est peut-être dans 30 ans ou dans 40 ans, peu importe, on sait que de toute manière, ça va arriver. Et c'est un prétexte, c'est une occasion pour nous apprendre à changer nos modes de vie, à être plus attentifs à l'humain, au côté humain. Il y a une ville entière qui s'est lancée là-dedans, qui est très peu connue encore, qui s'appelle Totnes. C'est dans le Devon, en Angleterre. C'est une ville de 8000 âmes. Et sur ces 8000 âmes, vous avez aujourd'hui 30% des habitants qui se sont lancés dans des programmes de réinvention de la vie quotidienne, partant du principe qu'il n'y avait plus de pétrole. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a plus de pétrole. On dit déjà aujourd'hui, il n'y a plus de pétrole. Donc on arrête. On utilise autre chose. Donc voilà, donc il y a moyen de faire autrement. Donc c'est surtout des prétextes. Bien sûr qu'il y a des tendances lourdes, mais il y a aussi des prétextes pour faire autrement. C'est le discours que vous avez vis-à-vis des entreprises, parce que vous travaillez sur les entreprises aussi. Bien sûr, Vous leur dites quoi ? On leur dit qu'il n'y a pas d'avenir écrit et que donc la conséquence de ça, c'est qu'il y a des marges de manœuvre et qu'on peut toujours faire autrement. On a souvent, nous, prospectivistes, entre guillemets, en face de nous, des chefs d'entreprise qui nous disent « Mais écoutez, on ne peut pas faire autrement, on est dans la compétition mondiale, si on ne fait pas comme les autres, on est foutu. » Et on leur dit non. Alors oui, peut-être, mais non sur le principe.
Parce que vous n'avez qu'une vision d'un avenir possible qui est se dire je suis obligé de faire comme les autres. Mais essayez d'étudier ce que vous pourriez faire d'autre. Donc la perspective, ça sert à ça. D'avoir des terres rares, enfin des métaux rares. Voilà. Donc je me bats pour en avoir. Oui, par exemple. Mais regardez, alors terres rares, vous avez vu la découverte qui a été faite au Japon. Dans le Pacifique. Bon, voilà. Maintenant, on sait que potentiellement, il y a 95%, enfin je ne sais plus combien de stocks, enfin c'est énorme les stocks de terres rares, il faut les exploiter. Donc il y a toujours des solutions. Non, le gros problème des entreprises, notamment dans cet esprit un peu de compétition permanente, c'est de se dégager des marges de manœuvre. C'est-à-dire de dire, écoutez, non, il n'y a pas, on peut faire autrement. Il n'y a pas que cette possibilité-là. Il y a d'autres manières de faire les choses, mais seulement il faut en avoir conscience. Il ne faut pas que le choix soit fait par défaut. Il ne faut pas faire un choix stratégique parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut faire un choix stratégique parce qu'on a étudié les autres possibilités et qu'on s'est dit, ça, c'est la meilleure solution. Donc le curseur, pas uniquement sur le chiffre d'affaires, pas uniquement, mais peut-être sur autre chose. Oui, et d'où le lien entre la prospective et le développement durable. Exactement, sur la responsabilité sociale des entreprises, alors même si elle est un peu remise en question aujourd'hui, parce qu'elle est souvent dévoyée, mais il y a des vraies questions derrière. C'est cette valeur ajoutée que l'entreprise produit, est-ce qu'elle doit retourner qu'aux actionnaires? Aujourd'hui, on en est de moins en moins sûr, c'est de plus en plus contesté. Elle doit être partagée autrement, et donc partagée autrement, ça veut dire prendre en compte les salariés, les clients, les fournisseurs, les partenaires, donc les parties prenantes. Et ça, la prospective aide à ça, bien sûr. Et sincèrement, c'est un discours qu'ils entendent? Sincèrement? Oui, pas toutes les entreprises, mais beaucoup d'entre elles. C'est-à-dire celles qui ont la fibre, qui se disent il est temps de changer. Il y a quand même des chefs d'entreprise qui aujourd'hui se disent attendez, on ne peut plus continuer comme ça, il est temps de changer, il faut faire autrement, sinon on va à la fin du modèle, on va à la fin du système. Donc ce n'est pas l'abandon du système capitaliste, d'ailleurs, contrairement à ce que certains peuvent dire, c'est sa mutation. C'est-à-dire on est dans, voilà, il y a des chefs d'entreprise un peu en avance qui ont compris ça, on en a en France d'ailleurs, qui ont compris la possibilité de passer à d'autres choses, à un nouveau modèle, tout en sauvegardant quand même le système capitaliste. Merci beaucoup Philippe Durance pour cet éclairage. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information, elle continue sur France 24. Au revoir.